Michel Saban, bonjour. Bonjour. Cette semaine a été dominée par le nouveau coup de tonnerre de l'affaire Strauss-Kahn. L'ancien directeur du FMI a été libéré, sa caution lui a été rendue, son passeport a été conservé, mais il est désormais libre de ses mouvements. Vous êtes de ceux qui n'avaient jamais douté. Qu'est-ce que vous avez ressenti vendredi dernier ? Une grande joie. C'était un beau mois de juillet qui s'ouvrait à nous. Il est vrai que le ciel de New York s'est éclairci d'un coup d'un seul. Il a passé de très mauvais moments, c'est vrai. Mais je crois que maintenant l'espoir est revenu. Soyons prudents quand même. Un pied dans la porte, je dirais, pour pouvoir aller plus loin et rentrer complètement blanchi. Ce que je souhaiterais, parce que ça a été 2 mois, depuis le 15 mai, des moments très, très difficiles pour lui, mais aussi pour celles et ceux qui, ici, avons contre vents et marées, parce qu'on se souvient de la violence avec laquelle ce choc nous est tombé dessus et lui est tombé dessus. Nous étions spectateurs, il était acteur, nous avions un décalage médiatique, un décalage judiciaire, un décalage horaire, donc nous subissions tout ça. Ce que je demanderais, c'est surtout que la réhabilitation de Dominique soit à la hauteur de ce qu'a été sa destruction pendant les 365 minutes qui ont transformé, je dirais, ce qui allait être pour lui un retour en France, un vrai cauchemar. Mais non, justement, M. Strauss-Kahn est libre aujourd'hui, certes, mais sa plaignante, la plaignante, maintient ses accusations. Alors qu'est-ce qui va se passer à votre avis maintenant ? On va voir, puisque le procureur a pris cette décision quand même à la surprise générale, que l'ensemble, vous savez, la justice américaine n'est pas du tout la même que la nôtre. Donc je crois qu'il faut laisser les choses aller à leur rythme. Moi, j'ai surtout entendu des annonces contradictoires sur la plaignante. La base du mensonge sur laquelle le procureur s'est basé pour en arriver là vendredi dans l'après-midi, heure française, sont des choses qui quand même laissent un doute. Puis depuis le départ, quand même, il y avait quelque chose qui ne tenait pas. Donc nous allons voir ce que les... Qu'est-ce qui tenait pas depuis le départ ? Qu'est-ce qui vous a surtout choqué ? D'abord, ce qui m'a choqué, c'est de dire que Dominique Strauss-Kahn était un violeur, un pervers, etc. Tout ça était impossible. Tout ça était... pour ça que j'avais évoqué à ce moment-là une manipulation, un piège. C'est vrai que j'avais cité le mot de complot. D'accord, mais j'avais. Il était peut-être un petit peu fort, le mot de complot. Oui, mais vous savez, quand ça tombe dessus, quand vous connaissez cette personne, quand c'est un ami, quand c'est un frère, et que vous entendez ce que nous avons entendu. Alors c'est vrai que peut-être dans l'affection, peut-être dans la douleur, ce mot est sorti, mais reconnaissez quand même qu'on se dirige vers des intentions malveillantes de la part de cette fille. Michel Saban, pour l'instant, personne, ni le procureur, ni le tribunal, ni même la défense de DSK n'ont parlé de manipulation. Est-ce que vous maintenez aujourd'hui qu'il y a manipulation et de qui ? Alors je maintiens qu'il y aurait, à mon avis, une manipulation quand on en arrive là et quand on ne maîtrise pas l'effet planétaire que ça a fait quand même. Faut pas oublier que Dominique, je trouve qu'on l'oublie très très vite là avec les primaires socialistes, les élections présidentielles. Il était surtout directeur général du FMI à ce moment-là. Donc vous pouvez pas laisser sans doute. Moi, il y a une chose qui m'étonne. Depuis quelques jours, depuis quelques semaines, on savait que il y avait eu mensonge devant le grand jury aux États-Unis de la plaignante, qu'on ait attendu. C'est le hasard, hein, je pense. Je pense que ce sont des coïncidences. Je veux bien mettre ça. L'élection au FMI de la nouvelle directrice générale du FMI pour pouvoir convoquer une audience surprise et sortir Monsieur Strauss-Kahn, je dirais, aller vers la liberté. Tout ça me laisse à penser que bon, il y a quand même des choses pour lesquelles on s'interroge. Mais c'est vrai que l'autre jour, vous avez dit, concernant ce que vous venez de nous dire, là, vous êtes étonné des informations concernant la femme de ménage, que ces informations soient sorties le lendemain de la désignation de Mme Christine Lagarde. C'est ce que vous aviez dit.
Et vous avez même dit, je vous cite, il au pluriel, il savait ces éléments depuis longtemps. Mais de qui parliez-vous? Qui c'est il? La justice américaine, puisqu'elle était sur écoute, puisqu'on sait que la communication avec un homme en prison qui s'avère aujourd'hui être son mari avait été... Mais quel est le rapport avec Christine Lagarde, le FMI? Vous savez, le FMI, c'est quelque chose qui nous dépasse. Hein, c'est pas dans la rue Broca à côté. Hein, le FMI, c'est une institution internationale. Oui, donc, enfin, vous avez l'air de dire qu'il y a un rapport entre les deux, que peut-être... C'est ça que j'arrive pas à ça surprend quand même. Ça surprend. Aujourd'hui, M. Strauss-Kahn n'a plus rien. Il n'est plus directeur général du FMI, puisqu'on l'a contraint à démissionner. Il n'est plus rien. On est bien d'accord. Bon, voilà. Donc le FMI a réglé le problème de sa directrice générale, mais la coïncidence quand même, vous me laisserez penser, que arrive à un moment qui arrange un peu tout le monde quand même. Qui porte, Michel Saban, qui porte la responsabilité pour vous dans ce qui sera peut-être un fiasco judiciaire? Est-ce que c'est le système judiciaire d'une manière générale? Est-ce que c'est le procureur? Est-ce que c'est la presse américaine, comme par exemple le New York Post, qui a commencé par traiter Dominique Strauss-Kahn de pervers avant d'affirmer que Madame Nafissatou Diallo est une prostituée? Qui porte la responsabilité? Je n'ai pas à intervenir dans la justice américaine, penser ce que je dois penser de la justice américaine, mais je vous ai parlé de ce décalage tout à l'heure. Il est vrai que nous avons subi ça, et la responsabilité, elle est entière, de tout le monde. Et je dirais même que ça doit arriver même sur la France, parce que la presse française a cédé aussi à cette violence verbale, à cette violence de titre. Moi, j'ai tout gardé. Tout gardé. Depuis le 14 mai, j'ai tout gardé. Et j'ai gardé parce que je voudrais, avec le recul, relire. Vous savez, j'ai gardé ça pas par fétichisme, mais simplement comme responsable politique, en me disant, il va falloir regarder quand même tout ce qui s'est dit sur Dominique Strauss-Kahn. Est-ce qu'il va falloir regarder aussi l'attitude de la direction du Sofitel? Ah, complètement. Complètement, parce qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a le Sofitel, le commissaire de police de New York, qui a été décoré, je crois, de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy il y a peu de temps. Comment un commissaire de quartier, je ne suis pas dans ce milieu-là, ne prévient pas ses hautes autorités qu'une personnalité internationale est apparemment accusée d'un fait grave. Comment expliquez-vous que 2 jours avant l'audience surprise de Dominique Strauss-Kahn, c'est une personne qu'on appelle sex crime, vous savez, une commissaire, enfin c'est pas une commissaire, c'est une inspectrice qui était spécialisée sur les crimes sexuels, a démissionné. Comment vous expliquez tout ça? Il y a beaucoup de choses quand même qui aujourd'hui, alors après les enquêtes se mèneront, je l'espère. Il y a beaucoup de choses qui restent sans réponse. Mais en tous les cas, pour le directeur du Sofitel, si on se met à sa place, arrive une jeune femme, une femme de ménage, qui dit en pleurs, d'après ce qu'il nous dit. Hein. Alors peut-être qu'elle joue très bien la comédie, peut-être pas, ça on ne sait pas. Hein, on va pas le dire aujourd'hui. C'est pas à nous de le dire en tous les cas, mais elle arrive en pleurs devant lui. Elle lui raconte qu'elle s'est fait violer par un monsieur dans la chambre numéro 2806. Il se trouve que ce monsieur est quelqu'un de très important. Qu'est-ce qu'il peut faire, le directeur de l'hôtel, lui? Il peut pas lui dire, écoutez, on ne dit rien, parce que justement, c'est quelqu'un d'important. Il peut pas faire ça. Il est bien obligé, lui, d'aller se plaindre, d'aller voir les policiers. Il est obligé mais de il prend son temps aussi pour appeler Paris. Mais attendez, vous êtes en train, parce que vous nous dites, il faut regarder, l'attitude des uns et des autres. Vous avez une arrière-pensée derrière. Non, mais attendez, moi je me pose. Mais appelez qui à Paris? C'est dit un directeur de Sofitel. François Loncle, qui est quand même un député connu et reconnu, ce matin, a déclaré qu'il voulait savoir quel était le lien entre le directeur du Sofitel et Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc maintenant, moi j'ai écouté François Loncle. Hein, peut-être qu'on lui a... Comment ça part dans tous les sens, là, on en a un petit peu non, attendez. Bon, je suis sûr que ça ne doit pas arranger grand monde que Dominique Strauss-Kahn soit libéré aujourd'hui, que la vérité peut-être éclater par rapport à cette femme, qu'on a traîné dans la boue, qu'on a jeté en pâture un homme, et aujourd'hui on est là à se poser des questions, à se dire, mais alors attendez, ce monsieur, il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé dans cette chambre, je l'ai entendu, cette question me l'a posée. Moi, ce que je voudrais, 1, que cet homme puisse laver son honneur. 2,
que la réhabilitation qui soit la sienne soit à la hauteur de sa destruction. Parce que c'est quand même un attentat politique. Un homme politique comme lui ne peut pas se permettre de laisser les choses en état. Et croyez-moi, je connais sa force. Et vous avez vu sa femme. Ils ne se sont pas lâchés tous les deux. Ils ont été à la hauteur ensemble. Et ensemble, ils vont se battre pour que la vérité complètement soit rétablie. Et bien au-delà de ce que vous pouvez penser. Vous dites c'est un attentat politique? Moi, oui, je l'ai dit le premier jour. Hein. Mais attendez, tout de même... Michel Saban, par ailleurs, Christine Lagarde a remplacé Dominique Strauss-Kahn moins d'un mois et demi après sa démission. Est-ce que vous trouvez que le délai de décence a été respecté? Je pense que d'abord, il fallait que le FMI continue de travailler, parce que des pays attendaient des décisions importantes. Vous savez, n'oublions pas que c'est Dominique Strauss-Kahn qui a réformé le FMI. Il incarne... J'avais envie de dire il incarnait, je vais dire il incarne cette réforme au FMI, ce qui a pu, par rapport aux pays riches et aux pays pauvres, rétablir une certaine équité pour les pays pauvres pour pouvoir bénéficier des fonds du FMI. Donc il fallait que le FMI poursuive son travail. Il n'est jamais bon de garder quelqu'un en intérim sur des institutions aussi importantes que le FMI. Donc c'était normal que les choses aillent de manière, je dirais, rapide à la nomination d'une nouvelle directrice générale du FMI. Moi, je voudrais revenir un petit peu à ce que vous aviez dit tout à l'heure, à propos de l'attentat politique et des liens supposés entre le directeur du Sofitel et le président de la République. C'est Monsieur l'oncle, vous disiez, qui avait posé cette question ce matin. On peut très bien envisager quand même une réhabilitation totale de Monsieur Strauss-Kahn, qui évidemment est souhaitable, et si effectivement il est innocent, sans mettre en cause le président de la République, parce que ça, c'est énorme. Je comprends pas. Écoutez, moi, c'est trop facile de dire de faire une réhabilitation alors que la destruction, elle a été immense. Moi, je pense, je le souhaite. Peut-être que M. Strauss-Kahn, d'abord, je pense qu'il va essayer de se retrouver lui-même par rapport à ce qu'il est. Mais on ne peut pas faire comme si il ne s'était rien passé. Il s'est passé quelque chose de très grave, madame. Nous sommes quand même dans un pays, les États-Unis, où cette question des violences, des agressions faites aux femmes est quelque chose, c'est un fait grave. Mais quelques jours après, dans un autre hôtel à New York, un homme a violenté une femme et a été arrêté. Un émir, c'est ce qu'on a entendu, vous avez dû voir. On ne l'a pas vu à la télé, comme on a vu Dominique Strauss-Kahn, même dans les pays... Enfin, ça s'est passé en France. Non, mais attendez... le système judiciaire n'est pas le même. Que cet émir... Non, mais attendez, non, mais attendez, vous savez comment... ce que vous dites, mais c'est vrai que il y a deux poids, deux mesures, quand même. C'est aussi dû à la personnalité des personnages. Mais il n'y a pas qu'en France que l'humiliation a été faite sur le plan médiatique. Partout dans le monde. Mais vous avez tout à fait raison, il y a une vraie humiliation. Donc, vous avez parfaitement raison. Ce que je ne comprends pas, c'est le lien avec le président. C'est tout. Non, mais attendez, moi, j'ai écouté ce que les uns et les autres disent. Moi-même, je me pose des questions. Je trouve que, d'abord, il y a eu un... Vous posez des questions, mais vous prononcez un mot quand même qui est grave, attentat politique. Attendez, monsieur, vous ne m'avez pas entendu, je l'ai fait tout début, le 15 mai, j'en ai parlé. Et je vais vous dire, par ailleurs, je pense que le silence de la droite, aujourd'hui, est très embarrassant. Je trouve que à part Monsieur le maire, que j'ai entendu, je crois, dans la foulée, mais c'est très embarrassant. Vous vous souvenez des propos de Monsieur Debré ? Vous vous souvenez des propos des certains parlementaires dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale ? Moi, je vous ai dit, j'ai tout gardé. Donc j'ai relu un petit peu. La droite ne réagit pas aujourd'hui, mais elle n'avait pas réagi non plus au moment de l'affaire. Parce que les embarras n'étaient pas le même. Les embarras n'étaient pas les mêmes. Le 15 mai, c'était pas un embarras, c'était presque un ouf. Et là, par contre, l'embarras est gênant. Que va faire M. Strauss-Kahn ? Elle n'a pas chargé Dominique Strauss-Kahn à ce moment-là non plus. Des fois, les silences chargent plus que la parole. Je voudrais revenir à Mme Lagarde. Donc, si finalement M. Strauss-Kahn est blanchi,
et que Madame Lagarde est mise en cause, elle, dans l'affaire Tapie, par la Cour de justice de la République. Alors, bon, on est un peu dans les équilibrations, enfin... Oui. Mais qu'est-ce qui se passe, là? J'en sais rien, mais c'est ce qui se passe. Attendez, Madame Lagarde a été élue, elle a fait une campagne, elle a parcouru le monde en quelques jours. Attendez, c'est une élection, hein, c'est pas une nomination au FMI. Donc après, bon, les suites, moi, je sais pas. Je crois que M. Dominique Strauss-Kahn, dès qu'il a été mis en cause, il a démissionné du FMI. Ce que vous voulez dire, c'est que si elle était mise en cause, Madame Lagarde devrait démissionner également? Ah, c'est elle qui doit tirer les conséquences, mais je ne sais pas quel sera le comportement de Madame Lagarde. Je sais quelle a été le comportement de M. Strauss-Kahn. Alors, Michel Saban, vous avez demandé une suspension des primaires, je crois que c'est le Non, j'ai terme, demandé une pause. Une pause décente. De décence. Une pause décente des primaires. Certains, à l'intérieur du parti, sont contre, d'autres sont pour. Vous pensez que vous arriverez à l'obtenir, cette pause décente? J'ai demandé cette pause, pourquoi? Enfin, j'en appelle à l'esprit de responsabilité des socialistes. Il s'est passé quelque chose d'important le 1er juillet. Nous sommes partis sur des primaires qui sont un moment fort de notre démocratie et un moment fort de la dynamique à mettre en route pour les futures élections présidentielles. Nous avons un objectif, c'est de gagner en 2012. Donc à partir de là, au lieu de céder à la vitesse et la précipitation, j'ai simplement demandé à mes camarades, et notamment ceux qui se sont déclarés candidats à la primaire, de faire une pause et de se parler. J'en ai pour preuve François Hollande, Ségolène Royal, qui répondent à cette attente de pause. Oui, on pourrait décaler le dépôt des candidatures pour pouvoir permettre, s'il le souhaite, à Dominique Strauss-Kahn de déposer sa candidature aux primaires. Mais moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce que veut faire Dominique Strauss-Kahn. Je ne veux même pas y penser. C'est à lui de prendre la décision. Vous avez eu l'occasion de lui en parler? Est-ce qu'il est partant? Est-ce qu'il vous paraît partant? Je crois qu'il a d'autres soucis. Il a d'autres soucis et d'autres envies après être resté enfermé pendant quelques jours, même si il était en liberté surveillée. Enfin, oui, c'était en liberté surveillée, c'est ça. Il avait quand même le bracelet électronique. Bracelet électronique. Il ne pouvait pas sortir de chez lui, sauf pour aller chez le médecin, la synagogue et son avocat. Et voir son avocat. Donc, c'est à lui. Attendez, il a passé 99,80% de son temps à préparer sa défense. Il y a une étape qui vient de se passer, je crois que c'est M. Braffman qui disait un pas de géant. Il faut laisser ce pas de géant atterrir. On verra après. Et puis Dominique prendra... D'où l'intérêt pour vous de reculer les dates c'est pas tellement de reculer, c'est de dire qu'allons-nous faire entre le mois de juillet et le mois d'août sur une campagne des primaires. Je crois que les Français vont aspirer à d'autres choses. Donc de décaler de quelques jours, ça ne gêne en rien, sincèrement. On n'est pas dans une date institutionnelle, nationale, sur laquelle on demanderait que le calendrier des présidentielles soit reculé. Non. Les socialistes ont voulu cet élan démocratique. Les socialistes ont voulu cette primaire ouverte à l'ensemble du peuple de gauche et des électeurs de gauche. Donc maintenant, c'est un esprit de responsabilité auquel je fais appel. C'est de dire, prenons le temps, je sais pas, mardi, il y a un bureau national qui pourrait décider, avec l'ensemble des candidats à la candidature, de dire, le 13 juillet, c'est demain, il y a une décision qui doit se prendre encore à New York le 18 juillet, même si ça peut arriver même plus tôt. Donnons-nous quelques jours, voilà. Je voulais pas, bien au contraire, mettre les socialistes dans l'embarras. Je voulais au contraire que nous-mêmes, on puisse, dans cet esprit de responsabilité qui est le nôtre, donner une image aux Français de gens qui ont compris ce qui s'était passé. Alors justement, en parlant d'image, est-ce que vous croyez que les dégâts qui ont quand même été posés dans l'opinion, sur le plan de l'image de M. Strauss-Kahn, ses rapports aux femmes, à l'argent, est-ce que tout ça, ça vous paraît réversible? C'est la réhabilitation dont je vous parlais tout à l'heure. Cette réhabilitation... Non, attendez, en termes médiatiques aussi. On ne peut pas accepter les titres de journaux que nous avons lus pendant des jours et des jours. Moi, je prends l'exemple du Figaro. Le matin de vendredi 1er juillet, il y avait une éloge de fête à Madame Diallo. C'est une erreur, certainement. Enfin, il y avait la même éloge 15 jours auparavant dans le New York Times, qui est revenu complètement... Complètement. Non, mais je demande au Figaro de revenir. Mais je pense que... Non, mais je ne fais en rien
le procès de qui que ce soit. Il faut arrêter ce genre de choses entre nous. Je crois qu'il faut donner à la France une autre image de ce que nous sommes. Et les politiques, et les médias, et tout ce qui... Il faut bien dire que ça a commencé en Amérique. Je veux dire, oui. tous les témoignages nous donnaient... aujourd'hui, c'est une prostituée, mais à l'époque, c'était Mère Teresa. Oui, bien sûr. Non, mais enfin, attendez, moi, je me suis posé aussi la question. Nous avons des lois en France sur la présomption d'innocence. Elles n'ont peut-être pas été complètement respectées, puisque les images étaient filmées aux États-Unis, alors qu'on ne devait, en France, vous ne devez pas montrer quelqu'un qui est sous la présomption d'innocence, menottes aux mains, etc. C'était rapporté ici en France, c'était en boucle pendant des heures. On peut se poser la question, mais je ne vais pas ouvrir ce débat aujourd'hui. Je pense qu'il va s'ouvrir. Il s'ouvrira après ça sera peut-être les leçons. Enfin, je crois qu'en termes d'image, il y a quand même eu... des dégâts de fait, même il n'y a pas viol. Voilà, on est dans la situation où on reconnaît qu'il n'y a pas viol. Hein, on se met dans cette position-là. Malgré tout, et l'un et l'autre reconnaissent avoir eu des relations sexuelles dans cet hôtel. Mais je crois que l'avocat de Dominique Strauss-Kahn ne l'a jamais nié, puisqu'il a plaidé... Bien sûr, ce qui n'est absolument pas illégal. C'est la vie privée. C'est la vie privée. Mais si vous voulez, quelqu'un qui s'apprête à être potentiellement président de la République et qui a une relation sexuelle avec une femme de ménage dans un hôtel, sans se placer sur le plan moral, comment les Françaises peut-être... Attention à la ligne jaune entre la vie privée et la vie publique. Mais tout à fait. Attention à ça. Mais malgré tout, mais je pense aussi que c'est quand même un petit peu... Vous savez, on nourrit souvent les rumeurs par des petites histoires que l'on raconte un soir de fin de dîner. Moi je l'ai connu, j'ai vu ci, j'ai vu ça. C'est dramatique. C'est dramatique. Alors, il est sa responsabilité aussi, lui, comme homme public, de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre de choses. Mais je crois que faisons attention à cette ligne jaune. La vie privée est quelque chose, je pense, d'ailleurs, ça devrait servir de leçon, ce qui vient de se passer, où il ne faut pas dépasser cette ligne jaune. Moi, j'ai un souvenir. J'ai regardé ça il n'y a pas très longtemps. François Mitterrand, quand il a mis en place le premier gouvernement de Pierre Mauroy, à la table du Conseil des ministres, alors qu'il y avait une euphorie au lendemain du 10 mai 81, le premier Conseil des ministres, il prend la parole, d'ailleurs j'ai revu ça sur Planète il n'y a pas très longtemps, et il dit « Mesdames et messieurs, à partir de cet instant, le vouvoiement entre nous sera de rigueur, ainsi qu'avec les journalistes. » Eh bien, je trouve qu'on devrait revenir, parce que cette proximité, vous ne savez plus où vous en êtes. Et moi, il faut que ça serve de leçon à tout le monde. Un mot sur l'affaire Tristan Banon. Est-ce que vous pensez que dans le sillage de l'affaire du Sofitel, cette affaire Tristan Banon peut aussi faire pchit? Je ne sais pas si elle peut faire pchit ou pas. Moi, j'ai eu connaissance de cette affaire le jour du 15 mai où Madame Mansouré a déclaré que sa fille avait eu un problème et qu'elle avait voulu déposer plainte, que sa mère l'en a empêché. Moi, vous savez, j'ai été secrétaire nationale du Parti socialiste chargée des droits des femmes. Jamais Madame Mansouré est venue me voir, connaissant ma proximité avec Dominique Strauss-Kahn, pour me dire on a un gros problème. Elle dit qu'elle a alerté le Parti socialiste. Moi, je n'ai pas été mise au courant. La seule chose qui m'avait étonnée, c'est qu'au lendemain du 15 mai, nous avons reçu tous par mail la déclaration de candidature aux primaires de Madame Mansouré. Bon, voilà, je n'ai pas de commentaires, on verra. De toutes les façons, Madame Tristan Banon, moi, je n'ai pas eu de ces infos. Je n'ai découvert cette histoire que le 16 mai 2011. Je voudrais en revenir à l'attitude des socialistes en général. Comment est-ce que vous la jugez? Est-ce que vous êtes satisfaite de votre parti, de la conduite de votre parti dans toute cette histoire? Vous trouvez qu'on s'est bien tenu, on a bien réagi, on a pris les précautions qu'il fallait? Moi, j'ai trouvé d'abord la première secrétaire dans un rôle qui a été d'une haute, j'ai presque envie de dire, respect, parce qu'elle a su éviter que le parti éclate à ce moment-là et que ce qui se passait à New York intervienne d'une façon violente aussi dans le parti. Elle a su maintenir entre les uns et les autres ce lien, elle a su gérer la situation avec brio, et ça, vous savez, c'est pas donné à tout le monde. Et pour moi, elle est rentrée dans cette catégorie de grand premier secrétaire. Et on rentre dans une période importante puisqu'elle vient de laisser l'intérim du parti à un camarade. Moi, je trouve que grâce à elle, grâce à sa façon d'agir,
Et aussi d'autres comme Laurent Fabius, Pierre Moscovici. Je trouve que nous avons été tous dignes de la situation. Donc je leur demande de continuer à être dignes de cette situation. Si Dominique Strauss-Kahn se présentait sa candidature, s'il revenait en France totalement blanchi et qu'il présentait sa candidature, est-ce que vous pensez que dans le cadre du pacte qui régissait, dont on a parlé, est-ce que Martine Aubry devrait se retirer ? Moi, je n'interviendrai pas là-dessus parce que d'abord, tout n'est pas fini, il faut être prudent. Dominique Strauss-Kahn n'est pas encore rentré en France. Son avocat nous a même dit, je crois que c'était dès vendredi soir, qu'il s'exprimerait en France quand il rentrera sur toutes ces questions. Donc je ne cède pas à la dictature de l'urgence, comme dirait Gilles Filkestein dans son livre, qui est d'actualité. Quand on voit aujourd'hui la façon dont la rapidité des choses, on est dans le zapping permanent. Donc, pas oublier ce qui s'est passé depuis 5 mois dans le monde. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé. La révolution des jasmins en Tunisie, la Libye, l'Égypte, le tsunami au Japon. Mais on va à une allure vertigineuse. Et donc je dis, c'est lui qui prendra sa décision, mais il faut qu'il sache une chose, c'est qu'on est toujours présent. D'accord. Et alors, pour terminer, est-ce que vous pensez que cette affaire pourrait nuire aux relations entre la France et les États-Unis ? Non, je pense qu'on sera beaucoup plus intelligent que ça. Et qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de l'administration américaine ? On n'a pas entendu non plus, vous parliez tout à l'heure de l'attitude du président de la République, on n'a pas entendu non plus le président américain dire un mot, ni pendant l'affaire, ni aujourd'hui. Ah je suis bien d'être en France. Je trouve qu'on a quand même des lois qui sont qui nous protègent un peu plus. Donc on verra après. Michèle Saban, vice-présidente PS du Conseil régional d'Île-de-France, fidèle de Dominique Strauss-Kahn, merci d'avoir été l'invité du